Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Et parlons de l'actualité, et l'actualité c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Après 8 jours de trêve, la guerre reprend entre Israël et le Hamas. Des civils palestiniens meurent à Gaza, des civils israéliens meurent à Jérusalem. Hier, dernier échange entre otages et prisonniers palestiniens. Et puis, depuis, c'est la guerre. Place à la guerre à nouveau. La grande confrontation entre 9h30 et 10h. Autre, Vincent Lemire avec nous. Vincent Lemire, professeur d'histoire à l'université Paris-Est. Gustave Eiffel, ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Et auteur d'une, je trouve vraiment formidable bande dessinée, Histoire de Jérusalem, aux éditions des Arènes, avec Christophe Gauthier. Vous n'êtes pas seul, hein, dans cette affaire. Ah non, pour faire un truc comme ça, il faut se mettre à beaucoup. Oui, c'est une bande dessinée formidable. Tiens, pour Noël, voilà un joli cadeau. Un joli cadeau. Enfin bon, traduction en hébreu et en arabe, je crois. Ouais, en cours, dans une dizaine de langues, dont l'hébreu et l'arabe. Ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Vous l'avez feuilleté, j'ai lu. Vous l'avez lu, pas seulement feuilleté. Non, mais bon, moi je suis en train de la lire et je me régale, hein, je dois dire. Bon, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Donc débat de très haut niveau ici ce matin sur l'antenne de Sud Radio. La guerre reprend. La guerre reprend. Tout le monde se demande comment stopper cette guerre. Aujourd'hui, impossible. Jean-Paul Chagnolot, impossible. Je crois qu'elle va continuer, mais la vraie question, à mon avis, c'est quels sont les buts de cette guerre ? Et je crois que... Et vous les connaissez, vous, les buts de cette guerre ? Je crois qu'ils ont été énoncés, et je crois que ça renvoie à ce que j'appellerais une véritable impasse stratégique, c'est-à-dire vouloir éradiquer le Hamas et vouloir établir une sorte de zone de sécurité à Gaza, c'est-à-dire en écrasant Gaza. Si on se met à réfléchir un instant à ce que ça va donner, la réponse elle est évidente, ça va rien donner du tout. Mais l'extrême droite israélienne a une solution. C'est on s'installe à Gaza, on chasse tous les Palestiniens de Gaza, ils vont se réfugier en Égypte et on fait un stade de foot, il y a eu plusieurs images, on fait un stade de foot ou un parc d'attractions ou un... Oui. Je voulais pas être aussi rapide, mais effectivement, mais vous avez raison. L'idée, alors si on prend les choses comme ça, et vous avez raison, il y a eu une phrase d'un ministre qui était tout à fait étonnante, qui a été aussitôt plus ou moins désavouée. On va envoyer une arme nucléaire, une bombe atomique. Oui. Or, évidemment, c'est absurde, mais la réalité de ce que ça cache, c'était tout à fait logique dans l'esprit de la droite israélienne, c'est-à-dire on écrase la bande et on fait en sorte que la population parte. Et il y a des images très intéressantes. Si vous regardez les photos des années 48-49, c'est-à-dire le moment de l'exode de ces réfugiés, c'est-à-dire ceux qui sont grands-pères aujourd'hui, qui doivent avoir 85 ans, ils sont allés se réfugier à Gaza. Eh bien aujourd'hui, vous avez les mêmes images, comme il n'y a plus de carburant, ce sont là aussi des charrettes qui vont du nord vers le sud, avec le grand-père qui a été déjà, lui, réfugié en 48, et avec le fils, le petit-fils. C'est ça la situation. Ouais. C'est pour ça que on est dans une véritable impasse stratégique. Oui, on est dans une impasse stratégique. Je vous donne la parole, Vincent Lemire, effectivement, avec d'un autre côté, mais des mouvements palestiniens comme le Hamas et même le FPLP, qui aujourd'hui, ou le djihad islamique, qui aujourd'hui veulent toujours la disparition de l'État d'Israël, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Et puis vous avez parallèlement à cela des colons israéliens qui sont installés en Cisjordanie et qui même ont la volonté de s'étendre et de finalement conquérir toute cette terre-là. Voilà la situation. La situation, c'est que depuis le 7 octobre, on va dire que les extrémistes des deux côtés sont en roue libre. Hein, exactement. Voilà. Des deux côtés, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre. En Cisjordanie, c'est le Far West. Il y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que 250 morts civils depuis le 7 octobre, 450 morts en Cisjordanie. Tirs à balles réelles, tirs directs à balles réelles, dont beaucoup d'enfants, y compris des tirs par des colons. Donc ça, on voit bien, et d'ailleurs Jérusalem hier, on voit bien que la Cisjordanie, ça pourrait être la suite. Alors en même temps, moi je suis toujours un tout petit peu, où j'essaye en tout cas de garder, non pas un certain optimisme, mais en tout cas de dire, en gros, on n'est pas revenu à la situation d'il y a une semaine, de juste avant le début de la trêve. Ce que je veux dire, c'est que cette trêve, bien sûr, elle a permis la libération d'une centaine d'otages, 200-300 prisonniers. Mais à la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que des canaux de communication sont bien établis, sont sécurisés, sont crédibles. La branche politique du Hamas à Doha a d'une certaine manière repris la main
sur sa branche militaire, ou en tout cas, c'est un petit peu rééquilibré, parce qu'on sait que le 7 octobre, c'était quand même essentiellement la branche militaire. De toute façon, ça pouvait pas en être autrement. On ne prépare pas une opération comme ça en parlant en Assemblée Générale, si vous voulez. Donc, on sait que le 7 octobre, c'était la branche militaire. On sait que la trêve, c'est plutôt la branche politique, et d'ailleurs, ça se faisait à Doha, au Qatar. Donc, pour les gens qui nous écoutent, faut se dire, là, les combats reprennent. Les morts vont à nouveau, déjà plusieurs dizaines de morts là depuis 3 heures à Gaza, il va y avoir sans doute à nouveau des attentats côté cisjordanien ou à Jérusalem, mais on n'est pas revenu au pire du pire tel qu'on était vendredi matin dernier. Les canaux sont là, et puis il faut à nouveau que les deux parties y aient intérêt. Là, on voyait que depuis 24 heures, ça commençait un petit peu à bouger. Vous avez cette même vision un peu optimiste. Je suis toujours un peu moins optimiste lueur d'optimisme au loin. Oui, mais je suis d'accord avec cette idée qu'il y a effectivement des canaux qui existent. Le problème, c'est pour aller où? Et on voit bien que c'est juste pour gérer les prochains jours. Est-ce qu'il y a des plans de paix en préparation? Il y a bien des diplomates dans le monde qui travaillent sur des plans de paix. La vraie question, c'est, je parlais tout à l'heure d'impasse stratégique, et je maintiens, même si aujourd'hui, effectivement, il y a des canaux qui fonctionnent, mais ils vont fonctionner pourquoi? Admettons qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que les principaux membres du Hamas soient arrêtés, ou soient, comme on dit, de manière très, on va dire, neutralisés. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, je pense que compte tenu de ce que sont les acteurs de part et d'autre, on n'a aucune chance d'avoir un jour d'après qui soit autre chose que cette espèce de dévastation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Autrement dit, si la communauté internationale, concrètement, c'est-à-dire les États-Unis et peut-être quelques autres, la France pourrait jouer un rôle, enfin, en tout cas, on peut rêver à ça. L'Union européenne, certainement pas, mais parce qu'elle est divisée. France, l'Espagne, quelques-uns des pays peut-être. En tout cas, les États-Unis sont les maîtres d'œuvre. S'ils n'imposent pas quelque chose de fort en termes de jour d'après, c'est-à-dire si on ne revient pas aux politiques sur le plan international, eh bien, il est évident qu'on va nulle part, on restera dans la désolation. Mais il faut donner des signes des deux côtés. Il faut donner des signes aux Palestiniens en demandant, en exigeant par exemple de stopper la colonisation, et il faut donner peut-être des signes aux Israéliens en assurant la sécurité d'Israël. Bien sûr. C'est ça. Il faut aller dans ce... Non, et de ce côté-là, alors pareil, un tout petit peu plus d'optimisme, c'est-à-dire qu'on voit par exemple que cette dernière semaine, l'extrême droite israélienne s'est un petit peu cornérisée quand même au sein du gouvernement. C'était pas leur plan, la trêve. Et puis pareil du côté du Hamas, vous avez raison de dire, alors la charte fondatrice du Hamas qui appelait à la destruction de l'État d'Israël, comme d'ailleurs la charte fondatrice de l'OLP à l'époque, avant qu'elle ne soit amendée par ce fameux mot caduc que Mitterrand avait réussi à arracher à Arafat en 1989. Je pense que les gens qui nous écoutent se souviennent, caduc. Et il y a aussi au sein du Hamas, notamment la branche politique, qui a travaillé très sérieusement, et ça, c'est un truc important à dire parce que c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence depuis le 7 octobre. La fameuse charte réformée, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est vraiment un texte qui a été discuté, validé, etc., de 2017, prévoit un État palestinien à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967, c'est-à-dire la veille de la guerre des 6 jours, avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc, d'une certaine manière, un bouger comme l'avait fait l'OLP dans les années 80. Donc je dis juste ça pour dire que des deux côtés, il peut y avoir aussi, mais même y compris au sein de la droite israélienne, des espèces de prise de conscience. On est à un tel niveau, dans un tel niveau de risque existentiel pour les deux peuples, voilà, pour dire les choses, que ça peut amener à des prises de conscience. Mais pour ça, il faut des leaderships. Du côté palestinien, ça pourrait être Marwan Barghouti, c'est Jean-Pierre Filieu qui ramène cette hypothèse. Moi, quand j'en parle avec des collègues ou des amis israéliens, ils me disent c'est pas du tout pour l'instant, c'est pas un sujet de conversation en Israël. Marwan Barghouti, c'est un prisonnier palestinien qui a été un des leaders militaires de la deuxième intifada, qui est plutôt représentant Fatah OLP, en même temps qui est quelqu'un de très religieux, qui aurait le respect évidemment d'une bonne partie des combattants du Hamas et qui pourrait être un partenaire. La question, c'est est-ce que les Israéliens ont envie d'avoir un partenaire? Netanyahou, c'est sûr que non. Peut-être un futur gouvernement israélien, c'est possible. Bien, il est 9h43. Je vais vous donner la parole, Jean-Paul Chaniolo. 9h43, tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h47, Jean-Paul Chagnollo, que vouliez-vous dire? Je vous sentais impatient. Non, impatient non, parce que je partage l'optimisme de Vincent et en même temps, je n'imagine pas que les logiques en place soient infléchies dans les temps qui viennent. Les logiques en place, du côté israélien, c'est la logique de la force. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se sentent encore plus en capacité d'agir. Attention à ne pas non plus faire des Israéliens les accusés permanents. Non, vous mais comprenez ce que je veux dire? Il faut toujours garder un équilibre. Vous avez raison, mais si j'avais fini ma phrase, j'aurais dit que, et du côté du Hamas, la logique du Hamas, c'est celle que nous connaissons. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les deux extrêmes, et depuis maintenant 30 ans, qui sont dans cette situation mortifère. C'est pourquoi je ne crois pas des inflexions de leur part. Même s'il y a des nuances entre la branche militaire et la branche politique, etc., même si au sein du cabinet de guerre, il peut y avoir des contradictions, tout ce qu'on voudra, d'accord. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas de la part, je reviens à mon idée de la communauté internationale, la volonté d'agir véritablement, je ne sais pas si on peut dire imposer quelque chose, parce que Israël n'acceptera jamais, mais en tout cas, pousser très fortement, et on en a les moyens, et les États-Unis en ont les moyens, pour aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si cette tragédie, on le dit souvent, mais cette fois-ci, c'est une tragédie qui est sans commune mesure avec tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les affrontements entre Gaza, entre le Hamas et puis Israël. Si cette tragédie ne sort pas quelque chose de politique, c'est-à-dire vraiment une remise en question des paradigmes habituels, c'est-à-dire revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire on arrête la colonisation et on pense véritablement à deux États, même si ça paraît complètement utopique aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, juste un mot encore, c'est que après, le jour d'après, c'est le politique, mais entre le moment d'aujourd'hui et le jour d'après politique, il y aura des phases de transition. Et en particulier, qu'est-ce qu'on va faire immédiatement après le cessez-le-feu qui interviendra? Et c'est là où je vais lancer une idée. Je vais lancer une idée qui a été lancée il y a très longtemps. C'est l'idée d'une force d'interposition. S'il n'y a pas une force d'interposition multinationale qui s'installe à Gaza, qui serait composée essentiellement, comme ça a été fait à un moment donné avec la Finule au Liban avec des Français, ou bien au Sinaï avec des Américains, mais ce serait sûrement des Américains. Des Américains avec des Saoudiens ou avec des... Je sais pas, avec des gens qui Israël acceptent. Mais vous voyez, une force comme ça qui soit vraiment une force robuste, comme on dit en droit international, qui permette cette transition. S'il n'y a pas quelque chose de cette nature, on va nulle part. Que les accords d'Abraham servent à quelque chose, alors. Et qui soit d'une certaine manière mouillé, co-responsable en fait de ce qui arrive et de ce qui n'arrive pas. Qu'elle s'engage vraiment sur le terrain. Et ça serait un levier important pour la suite. Mais aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies? On sait rien. Alors, la Finule, qui s'appellerait pas Finule, mais voilà, une force d'interposition sous couvert des Nations Unies. Alors, il faut toujours rappeler, pour les gens qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de force des Nations Unies. En fait, c'est les pays qui envoient et qui mettent un casque bleu. Faut-il définir la liberté d'action? Voilà, il faut que les deux parties... parce que la Finule au sud Liban, elle a été plus ou moins libre dans son action. Si elle n'était pas là, je dis toujours, je peux comprendre que vous, Jean-Jacques Bourdin, et une partie des gens qui écoutent sont toujours exaspérés par les diplomates et tout. Mais il faut aussi juger les diplomates à ce qui n'est pas arrivé. Les diplomates, c'est vachement important. Je leur rends hommage. Ouais, parce que mais depuis le 7 octobre, je veux dire, y compris des diplomates, Blinken ou Biden, qui sont pas, c'est pas les tweets de Trump. On est d'accord, ça fait pas forcément la une de l'actualité. Mais ils ont Blinken, je crois qu'il il est à son 4 ou 5e aller-retour. Formidable. Il faut aussi les juger à ce qui n'est pas arrivé depuis le 7 octobre. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre avec le Liban. Pour l'instant, les Israéliens n'ont pas tapé des sites nucléaires en Iran. Pour l'instant, on n'a pas la guerre régionale qu'on pouvait avoir dès le 9, et les plans étaient là. Donc, et ça s'est passé hors micro, entre quatre yeux, entre Blinken et Netanyahou, qui lui a dit, tu fais pas ça, sinon. Méfions-nous de ce qui se dit sur les plateaux de télévision. Deuxième truc que je voulais le dire, oui, toujours, ou en radio. Il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, peut-être, qui a dit l'autre jour quelque chose de... c'est sa ligne. Il dit, aidez-nous à nous séparer, aidez-nous à divorcer. En fait, les Israéliens et les Palestiniens n'y arriveront pas, il le dit depuis longtemps, tout seuls. Il faut vraiment une tierce personne. Oui, mais est-ce que vous voyez émerger une diplomatie internationale conduite par qui ? Par les Américains. La diplomatie américaine, je trouve qu'elle reprend des accents de sincérité. Les seuls qui sont en capacité de faire ce que nous évoquons, puisque nous sommes à peu près d'accord sur cette idée qu'il faut
concrètement une force d'interposition qui n'est pas forcément d'ailleurs les Nations Unies, parce que par exemple au Liban, c'est une force multinationale, ça peut être autre chose, et on fait preuve d'imagination politique. Oui. Bon, voilà, parce qu'avec le Conseil de sécurité aujourd'hui, c'est pas évident. On peut passer par l'Assemblée générale aussi, ça s'est fait. En 1956, ça se fait passer par l'Assemblée générale. Mais je crois que c'est nécessaire qu'il y ait cette interposition au sens global, militaire, mais aussi politique et diplomatique. Maintenant, qui peut le faire? Si les Américains ne sont pas les leaders de cette affaire, personne ne pourra le faire. Et les Américains, il y a une dimension qu'on évoquait tout à l'heure, très brièvement hors micro, donc on le met dans le micro, c'est que il y a un temps qui est court, parce que si c'est Trump qui revenait au mois de novembre, je suis pas sûr. Mais ça peut rendre optimiste aussi. Voilà. Ça veut dire qu'il faut aller très vite. Donc le temps est court. C'est soit tout de suite, soit pas du tout. Et de toute façon, ça doit être court, ça doit se faire très vite, parce qu'après les choses vont se remettre en place. C'est logique. Oui, mais les Américains ne sont pas les seuls maîtres du jeu, tout de même. Mais les Russes. Alors c'est terrible à dire, mais je veux dire, les Russes sont sérieux aussi dans cette affaire. Ils sont sérieux. Ils jouent un jeu sérieux. Mais la diplomatie russe est une diplomatie de grande qualité, on le sait. Indépendamment les Iraniens sont sérieux. Tout le monde est sérieux aujourd'hui. Les Qataris sont sérieux. Tout le monde est sérieux, tu vois. Les Qataris, les Iraniens, les Saoudiens, les Égyptiens, les Russes, les Américains, chacun avec son agenda. Mais je veux dire que le niveau, encore une fois, le niveau de crise et de risque est tel, mais même, enfin, je veux dire, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent, du pétrole, etc. Je dis que chacun a des intérêts qui sont pas forcément super. D'autant plus qu'il y a du pétrole au large de Gaza. Mais tout le monde est sérieux parce que tout le monde voit que le risque est dingue. Et la deadline, c'est pas novembre en fait. C'est pas l'éventuelle réélection de Trump ou d'un clone de Trump. C'est le début de la vraie campagne. Donc en fait, c'est dans 3 mois. Quelques mois, oui. Donc c'est tout de suite. Mais en même temps, voilà. Là, il y a une fenêtre et ça peut rendre super pessimiste ou raisonnablement pessimiste ou un tout petit peu optimiste. De toute façon, c'est pas le problème. On s'en fout qu'on soit pessimiste ou optimiste. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence. Quoi. Et ce qui est important, je reprends ce que dit Vincent, c'est vrai que on a tendance ici en France et en Europe à diaboliser l'Iran, et quelquefois pour de bonnes raisons. Sauf que là, l'Iran a une politique qui est tout de même un peu différente. Et ils sont venus à Riyad il n'y a pas très longtemps, et il y a une sorte de relative coopération très limitée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça veut dire qu'effectivement tous les acteurs importants de la région sont sur cette posture qui consiste à essayer d'éviter le pire. Et dans ce sens-là, ils ont freiné le Hezbollah. Et le Hezbollah, dès le début, le Hezbollah. Puis dites-moi, tout le monde a y perdre dans cette affaire. Voilà, c'est ça. Même la Chine, même parce que la circulation des bateaux, la circulation des pétroliers. Tout passe dans le coin, on voit pas très loin. Et il y a une idée qui est en train de se développer et qui est une idée fondamentale, c'est que la sécurité de l'État d'Israël, dont on parle tant à juste titre, elle n'a de sens que si les Palestiniens sont aussi en sécurité. En d'autres termes, on peut pas avoir le droit à la sécurité pour les uns sur l'insécurité absolue des autres. Ouais, mais c'est même pas la question du droit, comme tu dis. C'est qu'on ne peut pas être. C'est même pas une question morale. Biden le dit. Même Biden le dit maintenant. C'est quand même très intéressant. Et donc le mot clé de cette affaire, comme tu viens de l'évoquer, c'est non pas encore le mot État, mais c'est le mot séparation. Il faut séparer les Palestiniens des Israéliens dans un cadre où chacun aurait les mêmes droits. C'est ça. Séparer. Et la séparation, comment on la met en œuvre, cette séparation? Bon, évidemment, d'un point de vue juridique, à un moment donné, c'est un État. Mais d'abord, les séparer, car il est évident que si on les sépare pas... Alors, il faut quand même des leaders politiques dans les deux camps. Pardon, en Israël et chez les Palestiniens, des leaders politiques qui soient d'accord pour cela. Hyper costauds et qui soient très bien protégés aussi. Oui. Parce qu'il y en a eu qui se sont fait descendre pour moins que ça, j'allais dire. Donc, c'est vrai. Non, et sur la question de séparer l'État, alors sans doute les gens qui nous écoutent disent mais il y a toujours les 500 000 colons en Cisjordanie et comment on va faire? Oui. Alors Eli Barnavi, toujours le même. Désolé, je le cite pour la 2e fois. Il a dit l'autre jour dans cette même entretien, on lui a dit alors et les 500 000 colons? Il a dit oui. Pour sortir les derniers, les 10, 15, 30 000 qui sont vraiment en roue libre, comme on le disait, il y aura une guerre civile et il y aura du sang. Ancien ministre, ancien ambassadeur d'Israël en France, pas un type. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'un État, c'est quelque chose qui protège, qui encadre et qui représente. C'est pas forcément articulé sur des frontières parfaitement tracées. Il faut qu'il y ait une entité qui représente les Palestiniens, qui les protège et qui les contrôle. De même qu'il faut aussi un État israélien fort qui reprenne le contrôle sur ses colons.
Merci, messieurs. Merci, pardon, je vous coupe, mais le temps est juste passionnant, hein, absolument passionnant tous les deux. Merci. 9h56, je rappelle, Histoire de Jérusalem aux éditions des Arènes, BD de Vincent Lemire. À lire, absolument. Merci. 9h56, tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Danzmann reçoivent les comédiens Gérard Vives, Samy Bell et Pierre-Victor Pereira. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.